Lights, camera, action! Prenons le cinéma. On aimait le cinéma. Qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait pas de DVD, on n'avait pas d'émission à la télé, sauf le ciné-club de Claude Jean-Philippe, que j'ai d'ailleurs croisé l'autre jour et qui m'a à peine reconnu, qui est devenu un grand vieillard. Ça m'a fait beaucoup de peine. Il habite le quartier. Donc, quand on voulait voir un film, il fallait soit traverser tout Paris pour trouver une copie merdique, soit aller à la Cinémathèque. Moi, j'étais un habitué de la Cinémathèque. Soit, moi, je ne l'ai pas fait souvent, mais aller à l'étranger, voir en Belgique. Et ça change le rapport au film. Un film que vous avez vu, alors que vous êtes emmerdé dans le métro pendant 1 heure pour aller au studio des Acacias ou en banlieue, un truc... Eh ben, c'est pas le même rapport. Donc, vous êtes imprégné par le cinéma. Et là, c'est ce que j'appelle la cinéphilie. La cinéphilie est morte de ça. Elle est morte du fait qu'il y avait il y a trop de films et trop de choses à la disposition des gens. Moi, je faisais des fiches comme tous les petits cinéphiles. J'ai commencé très tôt, à 13-14 ans. J'avais une liste de films que je voyais. Alors, il y avait par auteur. Alors, j'ai vu 3 films de la Touadard. Il m'en manque un. J'aimerais bien le voir. Il passera pas. Peut-être qu'il passera jamais, ou il passera un jour. Et on fonctionnait comme ça. Et puis moi, je suis très attiré par les acteurs. Bon, Arletty, notamment, m'a fait un effet bœuf la fois où je l'ai rencontré. Et j'ai censuré mon papier. C'est marrant parce que j'avais une question là-dessus. Oui, Est-ce que vous êtes censuré parce qu'elle était quand même assez... À la fin, mise en confiance, elle a commencé à déconner un peu sur ce qui s'était passé après la guerre, et les Juifs, et Céline, et tout. Monnier, qui était présent, me regardait. Bon, la pauvre aveugle, je ne voyais pas les regards qu'il me lançait. Je lui disais, non, ça va. Et puis au moment d'écrire mon papier, en plus, elle avait affaire à un juif, ce qu'elle ne savait pas, ce qui ajoutait à la saveur de la chose. Bon, je me suis censuré parce que je n'avais pas envie de... Mais je vous le raconte maintenant, c'était pas piquer des vers. C'est évident que pour moi, Mitchum, c'était une vedette, mais aussi un mythe. J'ai 2 mythes masculins, c'est Mitchum et Bogart. Bon, Bogart, je ne l'ai pas rencontré. Mitchum, j'ai eu la chance de le rencontrer. Alors là, il y a un beau portrait de Mitchum, oui, qui est assez amusant, oui. Avec une belle anecdote avec Régine Deforge qu'on ne va pas raconter. Absolument. Sur Fuller, j'aurais pu faire tout un livre, parce que chaque fois que j'allais chez lui, il me tenait la jambe pendant, je sais pas, 5-6 heures. Et il était redoutable parce qu'on ne pouvait pas en placer une. C'était vraiment la mitraillette. Hein. Bon, c'est aussi un truc qu'on voit maintenant quand on repasse des interviews de Fuller. Il parle, il fumait son cigare. Et là, c'est une toute petite partie de ce que j'aurais pu... J'ai fait plus d'autres papiers sur lui, parce que c'est un type qui avait non seulement ce talent oratoire, mais une mémoire prodigieuse. Par exemple, il se souvenait de tous les plans de tous ses films, quasiment. Et là aussi, des circonstances dans lesquelles il les avait tournés. Et en plus, il se souvenait, il aurait pu aussi raconter ses relations à Hollywood avec les différents producteurs, des gens très connus comme Zanuck. C'était absolument fandard. Alors, il a fait un livre d'entretien qui est bien d'ailleurs, de Sim Solo, mais Sim Solo, c'est trop cinéphilique. Il aurait fallu parler des à côté. Et moi, si j'avais fait un long truc avec Fuller, on aurait parlé. Bon, pour vous donner un exemple, il avait un projet de film. Il y a des trucs comme ça. Wells aussi inventait sur place un film entier. Et Fuller a inventé devant moi un film entier qui aurait été magnifique, qui était sur la jeunesse de Balzac. Balzac avant qu'il devienne écrivain. C'était formidable, c'était un film d'aventure. Seulement, il ne l'a jamais écrit, il ne l'a jamais tourné. J'ai commencé au lycée. Mon premier article, c'était sur les nuits de Cabiria de Fellini. Ah ouais? Je devais avoir 14 ans. J'avais énormément aimé ce film, qui d'ailleurs est un Fellini assez méconnu, qui est magnifique, qui est très dur, avec un François Perrier extraordinaire, en tueur. Et je crois que vraiment, en fait, tout ça, ça remonte à l'adolescence ou presque à l'enfance. Moi, je suis resté fixé. Mes goûts de littérature, littérature populaire, littérature policière, le cinéma, ça vient de mes 15 ans, quoi. On se forme très tôt. Hein. C'est pour ça que je trouve regrettable qu'aujourd'hui, les gens n'aient pas cette formation qui est un peu spontanée, un peu poussée aussi, et qu'ils se laissent balader. On leur fait lire des trucs qui ne leur serviront pas plus tard. Moi, ça m'a servi, tout ça, ça m'a organisé aussi. Il fallait aller vite. C'est vrai qu'il y avait une liberté extraordinaire, qui m'a été donnée d'ailleurs par des gens. Bon, au Monde, il y avait François Bott qui me laissait toute liberté. Au matin, évidemment, j'étais mon propre maître, puisque le matin, à la fin, était une sorte de bateau dématé, on faisait ce qu'on voulait. Jérôme Garcin, quand il m'a demandé des papiers aussi, celui sur... je fais
celui qui ferme sur l'histoire du Sagittaire, c'est Garcin qui me l'a demandé pour l'Obs. Et au lieu de faire un papier, moi j'ai fait un papier marrant, quoi. Plus marrant que souvent que ceux qui paraissent dans l'Observateur, mais au moins il est passé. C'est des croquis aussi, voilà. Ça, ouais. Moi j'aime Jules Renard parce que c'est le roi du croquis. Hein. J'aime les caricaturistes aussi. J'aime Daumier, j'aime Forain. Bon, même s'il était tout à fait antisémite et détestable, c'est quand même, il a un trait extraordinaire. C'est des choses écrites très très vite. Hein. C'est vraiment écrit sur les genoux dans un coin de. Ouais. Bon, je sais qu'il y a des articles que j'ai écrits au matin à toute blinde parce qu'il fallait les donner une demi-heure après. Parfois, j'ai fait des longs entretiens plus consistants, mais justement, ils ne sont pas dans ces livres. Bon, j'ai fait une fois un long entretien avec Umberto Eco, qui faisait plusieurs pages de l'Express, mais ça, je pense que n'importe qui aurait pu le faire. J'ai fait... Là, c'était autre chose. Je l'ai relu, j'étais un peu horrifié. Un entretien avec Derrida sur Artaud. Je me souviens que Max Gallo, à l'époque, m'a dit qu'il ne comprenait rien. Il m'a dit, on le passe quand même. Et c'est vrai que c'était du Derrida, quoi. Derrida, mais voilà, Derrida, Artaud, Umberto Eco. Canetti aussi. Canetti, alors là, j'en ai un peu mis, mais j'ai surtout fait un long enregistrement qui est passé presque intégralement à France Culture, quand France Culture a fait une semaine Canetti, et qui était intéressant parce que justement, c'était pas du tout prévu, il n'y avait pas d'utilisation future. On a fait ça, comme c'était mon cousin, donc c'était très familier, très familial, et ça donnait une vie, une vitalité qu'il n'y a pas dans un entretien fait de manière officielle et sérieuse. Moi, je me suis toujours pensé comme un dilettante, un amateur. Donc c'est pour ça que j'avais cette liberté. Je ne pensais pas être un critique avec un grand C. Et aucune spécialité. Il y a les gens qui sont spécialisés dans la littérature japonaise, dans la littérature chinoise, dans le polar, dans la SF. Moi, j'ai essayé de ne pas être spécialiste. Et c'est pour ça qu'on est libre quand on n'est pas spécialiste. Mais quand on est... Et puis surtout, je suis un universitaire dévoyé. Donc l'université, quand même, écrase la spontanéité et la vie, quoi. Et là, moi, je suis devenu journaliste sans faire d'études de journalisme. J'ai appris sur le tas. J'ai appris au monde, en fait. J'ai dû commencer mon premier papier un peu important. Ça doit être 65, 66, vous voyez. Donc, c'est à mesure qu'on apprend. Je ne suis pas un critique professionnel, non, pas du tout. Non, j'ai un certain goût, c'est subjectif, hein, pour ça qu'on faisait cette revue qui s'appelait Subjectif, bien sûr, avec des injustices totales. D'ailleurs, je suis en désaccord avec certains, mais il y avait aussi une part de provocation, d'amusement. Mais je suis pas les vrais critiques, c'est quand même les critiques universitaires. Hein, c'est des gens, Jean-Pierre Richard, ou alors des écrivains qui développent une activité critique importante comme Michel Butor, Roland Barthes, mais toujours quand même tourné vers la littérature. Quand on relit les essais de Barthes, il se trouve qu'hier, j'en ai relu un, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il m'est tombé sous la main, et un essai sur Kafka. Et ben, il est magnifiquement écrit, très très beau. Vous parlez de Canetti. Bon, Canetti n'était pas critique, n'empêche qu'il a écrit un des plus beaux livres qui existent sur Kafka, parce qu'il était passionné par Kafka. J'aime beaucoup le jazz. Tu as préparé un volume sur le jazz ? Non, parce que je n'ai pas écrit sur le jazz. Mais il se trouve que récemment, la radio que j'aime bien, TSF Jazz, m'a invité. Et alors là, c'était totalement autobiographique. Ils m'ont demandé de parler à partir d'un certain nombre de disques que j'aimais bien. Et j'ai dit oui, je vais le faire, mais uniquement dans mon rapport, soit parce que j'ai entendu les interprètes, comme Monk et Coltrane, je les ai entendus à New York, soit parce que d'une certaine manière, je suis lié à leur histoire. L'histoire la plus drôle étant le truc de Miles Davis, tiré des concertos d'Aranjuez, parce qu'il se trouve que ma tante a été la femme de Rodrigo, l'auteur du concerto d'Aranjuez. Alors il y a toute une histoire, et il s'est passé ceci, bon je vais être un peu long parce que c'est quand même amusant, c'est ça qu'il faut raconter, c'est que quand Richard Anthony a fait Aranjuez Mon Amour, ils n'ont pas gueulé, ils ont laissé faire. Et que quand Miles Davis a fait Sketches of Spain, ils ont voulu lui faire un procès. Alors je racontais tout ça. Bon, en même temps, je parlais aussi quand même de la musique elle-même, mais c'était amusant de voir qu'autour de quelques disques, on peut raconter aussi des histoires. Et là, c'est un peu mon principe. Il y en a qui disent que c'est de l'anecdote, mais l'histoire est faite que d'anecdotes. J'ai une maison dans l'île de Ré, je vais dans l'île de Ré depuis plus de 30 ans, et le journal de l'île de Ré, qui s'appelle Le Phare de Ré, nous avons discuté, je fais une chronique dans le Phare de Ré depuis 2 mois. Et je suis le seul chroniqueur, je vais vous montrer ça parce que j'en suis très fier.
Ça faisait des années que je disais que j'aurais aimé terminer ma carrière de journaliste au Phare de Ré, et j'ai enfin réussi. Et j'ai même ma photo, qui est la même que celle qu'il y a sur mon blog à Libération. Donc à moi tout seul, je tiens la presse, la PQR Entre vos mains. et la presse parisienne. Ouais. Et je fais là aussi ce que je veux, en essayant quand même qu'il y ait un lien avec la vie de l'île de Ré ou de la région. Bon, j'ai fait par exemple un éloge de Buster Keaton qui va être en disant aux gens d'aller à La Rochelle voir. Et mon prochain article sera sur le fait que Solers a dit qu'il voudrait être enterré dans l'île de Ré. Je rappelle qu'il y a 2 écrivains moyennement connus qui sont, l'un c'est Béraud, l'auteur du Martyr de l'Obèse, et l'autre c'est le surréaliste Georges Junier. Donc Philippe Solers va rejoindre ces 2 personnages méconnus, sinon inconnus. Voilà.